Avec le temps, je commence à vous connaître et je sais à quel point vous affectionnez voyager dans l'univers du Cosmos à travers les nombreuses narrations retraçant l'épopée des personnages du monde des 12. On témoigne les nombreux retours que j'ai eus dernièrement sur la vidéo de Cherubim. Et forcément, qui pense à Cherubim ne peut passer à travers cet autre personnage ô combien important qui est Joris. Mais avant de débuter cette vidéo, j'ai un très grand honneur, celui de réanimer cette émission qui était autrefois tenue par l'immense Marcus de Game One. W2, tout sur l'univers Wakfu MMO en moins de 2 minutes. Un rendez-vous qui commence dès aujourd'hui et qui aura lieu toutes les 2 semaines dans le cadre de mon partenariat avec Ankama. Alors êtes-vous prêts ? C'est parti. Wakfu fait sa rentrée des classes lors de cette mise à jour 1.73 en revoyant la quasi-totalité des classes du jeu, avec notamment le Sacrieur et l'Héliotrope, qui ont eu droit à un joli ravalement de façade pour rendre leur gameplay bien plus au goût du jour. Petite mention honorable quand même à l'Eka Flip qui a eu droit à des modifications que j'ai beaucoup aimées. Les champs de bataille deviennent un véritable rendez-vous qu'il ne faudra plus louper pour tout fan de PvP qui veulent porter haut l'étendard de leur nation. Chaque prise de territoire devient bien plus importante désormais vu la longue durée d'occupation. 4 fois plus d'orbes et de mérite à gagner, les héros peuvent y participer, les groupes passent de 3 à 4 personnages, la durée du combat passe à 1 heure et les champs de bataille accueilleront désormais 240 joueurs. De quoi mettre le feu à votre week-end, alors rendez-vous chaque samedi à 10h et 22h. Les pactes démoniaques étoffent leurs features pour favoriser davantage le risque de vous faire agresser et forcément de perdre votre mise à l'approche d'une stèle. Et si vous perdez désormais, direction la prison démoniaque. De quoi en finir une bonne fois pour toutes avec ceux qui font de l'anti-jeu. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi droit à 2 nouvelles brèches dimensionnelles, ce contenu qui est apparu lors de la mise à jour précédente qui vous met à l'épreuve en équipe de 4 maximum pour tenir le plus longtemps face aux différentes familles de monstres de la zone. À la clé, il y aura pas mal de nouvelles sublimations à gagner. Côté interface, on a droit à l'une des plus grosses mises à jour avec tout un tas de modifications rendant la vie des joueurs plus facile, et notamment la plus belle d'entre elles, la possibilité enfin de retirer les auras des joueurs. Fini les lags à l'entrée des hôtels de vente et à l'arrivée d'un zap chargé de joueurs. C'est pas qu'on les aime pas ces petites auras, mais ça fait du bien quand même de pouvoir les enlever. Et enfin pour finir, après le grand Bertrand Hautain qui nous a gratifié d'un costume de grande qualité avec le pack nordique, c'est au tour de Coudrio Guillaume d'éclipser toutes les précédentes packs de mise à jour auxquelles on a eu droit, un pack qui nous offre l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau costume de Wakfu, évoquant à la fois l'éclipse lunaire et solaire, accompagné de quoi vous aurez l'apparence d'un familier ma foi fort sympathique, mais surtout une animation masterclass où l'on provoque nous-mêmes une éclipse. Un travail de grande qualité que je voulais absolument souligner, merci aux artistes qui nous produisent ces costumes magnifiques. Voilà, on arrive au bout de ce W2, mais avant de terminer cet épisode, il est temps de poser cette fameuse question sans aucun rapport avec la stasis. Et pour ce tout premier épisode, c'est moi qui m'y colle. Dis-nous Zaki, entre Bonta et Brakmar, c'est quoi ta nation préférée ? Brakmar, bien évidemment. Et je pense que pour la raison, on peut se mettre ce jingle. L'épisode 1 de ce W2 c'est fini pour cette semaine, et n'oubliez pas, foncez en description pour télécharger Wakfu et débuter votre aventure sur le monde des 12. Et en attendant que vous téléchargez votre jeu, laissez-moi vous conter une belle histoire, l'histoire de Joris. Quand on pense à Joris, ce qui nous vient instinctivement en tête, ce sont avant tout ses interventions éclairs, où il démontre très rapidement que j'ai peut-être eu tort de ne pas le mettre en god tier dans ma tier list des personnages les plus puissants du Cosmos. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le parcours de cet être singulier, sans vécu, ce qui fait que ce petit Joris si souriant s'est radicalement transformé en un guerrier si mystérieux et surpuissant au fil des siècles. Joris de tout temps a toujours été un personnage teinté de mystère. Lorsque nous le découvrons pour la première fois, nous ne savons que très peu de choses le concernant, si ce n'est qu'il a été adopté par Cherubim, et même ici, sans en savoir davantage sur les circonstances qui ont amené à cette adoption. Quoi qu'il en soit, Joris ne semble pas être un enfant malheureux, bien au contraire. Son visage arbore constamment un sourire éclatant, accompagné souvent d'un regard brillant de curiosité, surtout lorsqu'il s'agit des nombreuses histoires d'aventure que Cherubim lui conte à longueur de journée. Des histoires qui sans aucun doute ont permis à Joris d'égayer son quotidien, tout en lui permettant d'accumuler beaucoup de connaissances, de quoi bien démarrer sa propre aventure le moment venu, et croyez-moi, des aventures, Joris il va en avoir. Comme je viens de le dire, Joris est un garçon tout ce qu'il y a de plus normal. Et ce qui va mettre un terme à cette normalité, c'est l'annonce de Bakara, une hypermage talentueuse, sœur d'une légende de Bonta, qui annoncera à Cherubim que Julite, une sorcière guerrière très puissante, est de retour pour récupérer le Dofus Ivoire. Une menace qui en plus d'être très sérieuse, se trouve être également liée à notre cher Joris, puisqu'en réalité, Julite n'est autre que la mère de Joris. C'est après la nouvelle concernant le retour de Julite que Cherubim comprend que Joris est en grand danger
manger. Et comme par hasard, au même moment, Joris s'était enfui, le temps de faire dédicacer sa bouffe-ball préférée par le célèbre joueur Khan Karkas. Furieux d'inquiétude, Kérubim finira tout de même par retrouver Joris avant sa mère. Mais suite à sa colère, qui reste justifiée avouons-le, il gronde à Joris au point où ce dernier décidera de fuguer. Ce n'est que bien plus tard, grâce à l'intervention de Khan Karkas, que Joris comprendra finalement que Kérubim était surtout inquiet pour son fils. Joris de retour de fugue, et à peine le temps de s'excuser, que les choses vont commencer à se gâter. D'étranges crises de convulsions s'emparent de Joris, comme si un démon, ou devrais-je dire un dragon, était sur le point de surgir de son corps. Car oui, c'est bel et bien un dragon qui se cache dans le corps de Joris. Et pas n'importe lequel, il s'agit du dragon noir du Dofus Eben, Grugalo-Razalar. Naturellement, cette réaction de la part du dragon noir était surtout due à la proximité de son Dofus, un œuf de dragon magique aux immenses pouvoirs détenus par Julite. Une Julite qui cherche justement à reprendre le dragon et ses pouvoirs. S'en suivra alors un combat dantesque l'opposant à Kérubim, qui malgré tous ses efforts pour protéger Joris, finira par succomber à la puissance destructrice de la bouchère de Brakmar, même si techniquement, les deux combattants semblaient avoir les mêmes puissances. Comme par hasard, le nom de Joris finira par être prononcé, ce qui permettra enfin à Julite de comprendre qui était l'enfant que Kérubim protégeait depuis le début. Et oui, Julite, c'est ton fils. Au même moment, Kérubim, dans un dernier souffle de vie, profitera de cet effet de surprise pour s'enfuir en emportant Joris et ses amis avec lui à travers un portail magique qui mènera directement à Ecaflipus. Julite, la bouchère de Brakmar, évoque simplement de par son titre la cruauté dont elle faisait preuve face aux soldats de Bonta. Elle était absolument sans aucune pitié, armée de son Dofus Eben, un œuf magique au pouvoir puissant et destructeur. Le seul pouvant encore lui faire face, c'était Jahash, le frère de Bakara, un hypermage de génie, gardien de la cité de Bonta. Et lui aussi possédait un Dofus, le Dofus Ivoire. Un combat les opposera pendant plus de 69 jours, un combat âpre, sans merci, ne laissant entrevoir aucun gagnant, jusqu'à qu'un miracle frappant de stupeur les soldats des deux camp ennemi se produisit. Julite et Jahash finirent par tomber amoureux l'un de l'autre. Un amour amenant à une union qui garantira la paix entre Bonta et Brakmar un temps, mais surtout une union qui se concrétisera par la naissance de Joris. Seulement la légende raconte que la bouchère nourrissait toujours au fond d'elle l'envie de voir Bonta brûler. Alors un jour, elle déchaîna la puissance de son Dofus sur Bonta, la détruisant quasiment entièrement jusqu'à que Jahash s'interposa au prix de sa vie. Et en contrepartie de quoi, le Dofus Ivoire disparaîtra et le Dofus Eben quant à lui sera fissuré. Seulement les légendes sont souvent le fait de bardes ou de politiques véreux pour manipuler le peuple. La réalité était tout autre. Les hypermages n'appréciaient pas de voir Jahash s'enticher de leur plus vil ennemi. Alors ils échafaudèrent un plan dans lequel ils subtilisèrent en premier lieu le Dofus Eben pour le déchaîner sur la ville, afin d'attirer Julite pour essayer de calmer son Dofus, et enfin en finir avec elle lorsqu'elle était occupée à sauver les habitants de Bonta. C'est ainsi qu'elle sera grièvement blessée et passera 10 ans dans les égouts de Bonta. 10 ans à nourrir une haine envers ceux qui l'ont séparée de son amour et de son enfant. 10 ans où la seule chose qui la fera tenir sera ce mince espoir de faire revivre Jahash grâce à une sombre machine ayant les besoins énergétiques des deux Dofus pour fonctionner, en plus d'un autre lourd tribut qu'elle fera payer à Bonta pour accomplir pleinement sa revanche. Un mince espoir qui, après 10 ans de patience, semble enfin pouvoir se concrétiser. Joris de son côté apprend la vérité sur l'identité de ses parents de la bouche de Bakara qui de fit et sa tante. On apprend également que si sa peau est noire alors qu'elle était blanche à sa naissance, c'est simplement parce que le dragon du Dofus Eben s'est réfugié en lui lorsque Jahash l'a fissuré en le confrontant au Dofus Ivoire. Pour finir concernant les révélations de Bakara, la légende racontant que le Dofus Ivoire s'était évaporé était fausse. C'était en réalité Kérubim qui l'avait mis en sécurité dans son temple. C'est ainsi que nos héros se mettront en route et qu'ils y rencontreront le frère de Kérubim en chemin, Hacham. Un frère qui le jalouse à cause de son pelage abondant, lui qui n'a pas un seul poil sur la peau. Durant le combat face à Hacham, pour la toute première fois, Joris va éveiller ses pouvoirs du dragon noir qui l'habite. Suite à quoi, petit à petit, au fil de leur aventure, il convaincra Hacham que son ressentiment pour Kérubim était à sens unique, et que sans nul doute, Kérubim doit certainement, lui, l'apprécier de son côté. Ou devrais-je dire, il l'appréciait sûrement de son vivant. Finalement, ils arrivent enfin à dénicher le Dofus Ivoire qui était gardé par le Chaleuil, gardien du temple de Kérubim. Et c'est Dardandaka lui-même, le dragon du Dofus Ivoire, qui demandera à Joris d'être son gardien, voyant sûrement en Joris la pureté de son cœur qui était nécessaire pour qu'un être humain puisse être son gardien. Chose qu'il acceptera sans sourciller, et en échange de quoi, Dardandakai lui livrera la réincarnation de Kérubim. Lui qui a toujours veillé sur Joris autrefois, c'était à son tour d'être sous la protection de Joris, qui deviendra alors son père adoptif. De retour sur Bonta, Julite viendra à leur rencontre. Faisant alors face à celle qu'elle juge responsable de la mort de son frère, Bakara, aveuglé par la haine, subtilisera le Dofus Ivoire de Joris, afin
d'anéantir une bonne fois pour toutes Julite. Complètement aveuglée, elle ne fera plus du tout attention à tous ceux qui l'entourent. Elle sera même à 2 doigts de tuer Joris, si ce n'était pas Hacham qui s'interposera pour lui sauver la vie au prix de la sienne. À sa réincarnation d'ailleurs, il deviendra également le fils adoptif de Joris, formant alors une famille avec son ancien frère ennemi, Kérubim. Julite finalement reprendra le dessus sur Baqara en reprenant son Dofus, la rendant alors sans défense, la platissant contre le sol sans aucun effort. Elle convaincra même son fils de la suivre, en lui faisant la promesse qu'ils reformeront ensemble une vraie famille. Pour Joris qui n'a jamais connu l'amour d'une mère et d'un père, cette promesse résonnera très fort dans son cœur, et c'est ce qu'on va pouvoir voir dans ses gestes tendres pour sa mère. Sa mère qui au fond d'elle rêve réellement de vivre elle aussi son idylle avec Joris et Jahash. Malheureusement le prix à payer pour réaliser ce rêve est fort, elle profitera d'un grand match de bouffe-bol pour absorber les 1000 vies nécessaires au retour de Jahash. Joris ne pourra alors que constater avec effroi le plan machiavélique de sa mère lorsqu'il sera déjà mis en marche. Loin d'être découragé et accompagné de ses amis, ils mettront tout en œuvre pour essayer d'arrêter cette folie, malheureusement sans succès. Ils finiront même tous par perdre leur vie. Joris sera le seul rescapé, et dans un ultime élan, il essaiera de claquer le Dofus Ivoire contre le Dofus Ébène. Il était même à 2 doigts de réaliser l'exploit, mais c'était sans compter la vigilance de Julite qui réussira à l'arrêter à la dernière seconde. Malgré tout, Jahash, voyant la tristesse de son fils devant ce spectacle, convaincra Julite d'arrêter tout ce massacre. Qu'une renaissance sur le cadavre de milliers d'innocents ne ramènera certainement pas ce bonheur jadis vécu. Seulement vous devez certainement le savoir, tout a un prix, et le prix pour interrompre tout ce processus sera la vie même de Julite. Un sacrifice qui peut être vu comme une autre manière d'être réuni avec son bien-aimé dans l'au-delà. Joris quant à lui va réussir à libérer les âmes capturées par le Dofus Ébène, en promettant au dragon du Dofus Ébène de veiller sur lui et que plus personne ne le forcerait à faire des choses contre son gré. Désormais Joris n'était plus ce simple petit bonhomme qu'on a connu à ses débuts, mais le père de 2 demi-dieux et le possesseur des 2 plus puissants Dofus du monde des 12. Et il est fort à parier que sa vie a été l'une des plus riches en aventures dans l'histoire du Crossmose. Mais contrairement à son homologue Gulthard qui lui aussi a une vie tout aussi riche, encore une fois Joris lui reste rempli de mystères. Nous ne savons pas comment il perd possession de ces 2 Dofus, mais nous savons quand même qu'Ogrest en devient le possesseur par la suite. Nous ne savons pas non plus comment il finit par devenir une sorte de diplomate à la solde de Banta, ni comment il traversera le chaos d'Ogrest. Ce que l'on sait, c'est qu'entre son enfance en 390 et les événements de Wakfu la série se déroulant en 990, il y a 600 ans d'écart. Une énorme longévité qu'il doit certainement au fait d'avoir été possédé par Grugalo-Razalar étant enfant. 600 ans où il devient forcément un personnage bien plus sérieux et posé. Un personnage très mature, où il nous gratifie de quelques actions dantesques comme lorsqu'il explose le Razortan en quelques coups, sauvant nos héros de la confrérie d'un destin funeste. Si Hugo est le héros de l'ère du Wakfu, sans conteste Joris est certainement l'un des plus grands héros de l'ère des Dofus. Voilà pour cette vidéo sur Joris, un héros tout aussi emblématique que ne l'a été Kérubim sur l'ère des Dofus, et qui sans nul doute aura encore sûrement un rôle à jouer dans le futur de la série Wakfu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et en attendant de pouvoir vous lire il est temps de vous laisser, c'était Zaki, votre chroniqueur du Crossmose, ciao.